Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'ordinateur très ancien d'une personne que j'aime beaucoup. Et cette personne écrivait dans Amiga News sous le pseudonyme El-Yeti. Et donc il écrivait des articles hilarants dans le domaine de l'image de synthèse, la vidéo. Et donc il testait des logiciels professionnels. Et ouais, il y en avait à l'époque et des très pointus par rapport au PC ou ce que faisait Apple. Et puis ensuite, quand l'Amiga est passé au Workbench 2.0, 3.0, déjà, ça l'intéressait moins et il est passé sur les logiciels qui étaient proposés sur le PC ou sur Apple. Parce que ce qui l'intéressait vraiment, c'était la qualité des logiciels et pas forcément être accroché à une machine comme moi je l'ai été. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément nostalgique, mais cet ordinateur-là avait une charge nostalgique trop importante pour qu'il s'en débarrasse. Il me l'a confié pour que je fasse avec vous une découverte. Ici il y a marqué VIC, donc à mon avis c'est un VIC-20. Il m'a dit qu'il avait une extension très particulière qui était extrêmement rare, donc on va découvrir ça ensemble. Et puis on va essayer de le faire fonctionner. J'ai un 1084 avec beaucoup d'entrées vidéo, donc j'imagine qu'il y a une sortie composite, un truc comme ça. Oh, c'est pas ultra fragile, hein, c'est dans un caisson en métal. Oh, bah, on pourrait s'asseoir dessus, ça résiste. Hein. Un VIC-20. Belle bête, hein. Clavier QWERTY. On est sur du Commodore. Il est sorti après le PET de Commodore, qui était leur premier ordinateur, et avant le Commodore 64. C'est un ordinateur 8 bits. Il est sorti en 1980. Il a arrêté d'être commercialisé en 85. Il s'en est vendu dans le monde 2 500 000 exemplaires, donc c'est pas rien. Dans les années 80, j'avais un ordinateur, donc c'était un Texas Instruments. Il y a eu 100 000 exemplaires vendus en France de Texas Instruments, TI 99 4A. Et donc c'était un ordinateur avec un BASIC intégré. Je suppose que celui-là aussi a un BASIC intégré. Donc apparemment, ok, c'est aussi simple que ça. Il m'a dit que cette partie-là était extrêmement rare. Cette partie-là qui ressemble à un Commodore 64, ça c'est la partie que tout le monde doit avoir. Donc c'est vrai que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un C64. On a la lime. Alors la lime, ça c'est pas une lime à découpage, c'est vraiment une bobine. Un petit boîtier qui sert à le connecter à la télé. Ici vous avez le coaxial pour l'antenne de télé. Donc là on peut à nouveau connecter des extensions par le port d'extension. Et ici vous avez, j'imagine, un espace pour faire ressortir les câbles. Donc de ce côté-là, on a un port joystick, un bouton d'allumage on-off. Ici, on met l'entrée du 9 volts, on branche sur le 220 et elle sort du 9 volts. Et ici, vous avez le connecteur qui se branche ici. Apparemment, c'est du courant alternatif, donc je peux le connecter dans un sens comme dans l'autre, il n'y a pas de risque. Ici, la possibilité de l'alimenter aussi. Par exemple, je connecte l'alimentation de 9 volts ici, j'allume, et donc là, j'alimente l'extension. Et ensuite, je répercute le 9 volts ici, pour alimenter le VIC-20. Donc ici on a le port d'extension. Normalement on peut brancher qu'une seule cartouche, mais avec l'extension on peut en mettre plein. J'ai acheté une cartouche pour faire le test, on verra ça tout à l'heure. Le connecteur vidéo, donc ici c'est celui-là, le connecteur vidéo. Et d'ailleurs, le module TV, on ne peut pas se planter, hein, vous voyez le connecteur, il peut se brancher que ici. Voilà, donc je vais le tester sur une télé en recherchant une chaîne, et en général ça donne une image vraiment moche. Cela dit, j'ai acheté un connecteur d'Inperitel spécial VIC-20 et donc ça devrait nous donner une image vidéo composite qui devrait être de bien meilleure qualité que celle qui passe dans le module d'antenne. On a ici un connecteur série. Apparemment, par le connecteur série, on peut mettre une imprimante, mais aussi un lecteur de disquettes. J'ai rien d'autre que ce que vous voyez là, donc du coup, je ne pourrais pas tester les disquettes. Ensuite ici, on a la possibilité de connecter un lecteur de cassette. Et enfin, on a User Port pour les accessoires spéciaux. Donc quand je vois tous ces connecteurs, ça donne une idée de toutes les extensions qu'il était possible de mettre. Donc voilà deux choses que j'ai achetées. Connecteur d'Inperitel. Donc sur eBay, ils avaient l'air de dire que ça marchait pour VIC-20 et d'autres ordinateurs. Un bon vieux jeu d'aventure signé Scott Adams. Et donc on va pouvoir tester le port d'extension puisqu'il permet de brancher des cartouches. Donc maintenant c'est parti, je branche ça sur une télé, on va d'abord voir l'image que ça donne et ensuite je vais tenter un branchement avec le 1084.
Donc juste avant de brancher, je prends une petite précaution, je mesure la tension de l'alimentation. Donc elle est censée fournir du 9 volts, là vous voyez qu'elle en fournit un peu plus, ce qui est normal. On est bien sur du courant alternatif. Une fois que le VIC-20 sera en charge, la tension va redescendre autour de 9 volts. Tous les connecteurs sont en place. Je vais allumer le VIC-20, donc je commence par l'extension. Et j'enchaîne avec le VIC-20, donc il devrait y avoir la diode power qui s'allume. Maintenant, je vais lancer une recherche des chaînes, on va voir ça. Eh ben, dès que je mets en sécam, c'est bien mieux. Là, c'est en pâle. Et là, c'est en sécam. Ah bah, ça change tout. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que il marche. J'ai pas de restauration à faire, il est nickel. Je teste le clavier, hein, parce qu'il peut y avoir des soucis avec le clavier. Donc là, évidemment, l'image n'est pas magnifique, mais quand même, ça fonctionne bien. Autre essai, cette fois-ci, j'ai branché connecteur DIN sur Péritel, et donc là, ça devrait utiliser le signal composite directement, sans essayer de le moduler par l'antenne de télévision, ce qui fait une perte et des parasites. Donc on va voir ce que ça donne en sécam ou en pâle. D'abord, j'allume, hop, et voilà. L'image est nettement meilleure. Bon, ça reste du composite, on n'est pas dans le RGB, mais voyons, si je passe en pâle, ça change pas grand-chose. Donc maintenant, je vais le tester sur un moniteur Commodore, parce que là, je suis sur une télé Panasonic, ça va pas du tout. Donc là, j'ai branché le VIC-20 au Commodore 1084, qui a énormément d'entrées et de réglages possibles. Et donc, je l'ai branché sur la prise Péritel. Ça va être la partie composite de la prise Péritel qui va être exploitée. On y va. Donc là, j'allume directement le connecteur d'extension qui va alimenter en série le VIC-20. Et ici, je choisis le composite. Et là, j'ai une image composite noir et blanc. Mais derrière, il y a un bouton qui permet de sélectionner le signal composite complet avec la luminance intégrée. Et voilà ce que ça donne. J'ai trouvé ce petit programme sur internet et en fait c'est censé faire une texture arc-en-ciel. Bon, je crois que c'est réussi, donc à mon avis le basique marche bien. Bon, ici il y a des numéros. Je sais vraiment pas si je dois le mettre ici d'abord ou si je dois le mettre là. Je vais essayer celui-là et puis on verra bien. J'imagine que ça marche sur tous les connecteurs. En tout cas, ça s'emboîte bien. Donc pour le lancer, dans la documentation du jeu, il faut taper 6 32 592. Et on voit qu'il ne se passe rien. Et quand je tape à nouveau 6 32 592, là il finit par se planter. Donc en fait c'est un appel à une zone de mémoire et ça ne fonctionne pas. Alors j'ai essayé aussi d'autres emplacements. Donc j'ai essayé par exemple le premier. Non, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème avec ma cartouche, ou alors il y a un problème avec cet ensemble de connecteurs. Idéalement, il faudrait que j'essaye de brancher la cartouche directement, sans le port d'extension, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Un petit coup de bombe désoxydant et normalement il faut mettre la face vers le haut. J'ai lu la documentation de ce jeu. À part l'allumer et taper 6 32 592, eh ben il n'y a rien d'autre à faire. Donc on va voir si il y a un problème au niveau de ma cartouche ou il y a un problème au niveau du port d'extension 1020.
Le coupable, c'est pas le connecteur d'extension, c'est clairement ma cartouche. De retour à l'atelier, et maintenant que je sais que le coupable c'est cette cartouche, ben, je vais essayer de voir si je peux pas la remettre en route. Alors quand on voit ici ces traces là, bon je les avais vues sur eBay, on se dit qu'il y a peut-être de l'humidité, donc des choses à faire c'est de nettoyer les connecteurs, mais je vais quand même regarder à l'intérieur si je vois pas d'autres traces d'humidité ou un problème plus grave. Donc c'est parti. Il y a des clips, il faut que je les enlève, voilà, et que je soulève en même temps. Ok. Et ben voilà. Bon, il me semble que j'ai rien cassé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Made in Japan. Ça devrait être bien, ça. Je regarde s'il y a des soudures sèches. Apparemment, ces petites boules, elles servent à faire le contact sur des pistes. Je vais commencer par frotter le cuivre avec un papier de verre extrêmement fin. C'est du 1200. Le but, c'est de pas trop enlever de matière, quand même. Ça brille de mille feux, donc là ça devrait avoir fait beaucoup de bien. Je vais nettoyer avec un peu d'alcool iso. Ok, ça me semble très clean. Maintenant, je vais refaire les soudures. J'ai mis la cartouche fraîchement nettoyée dans le connecteur, direct, hein. Je mets toutes les chances de mon côté et j'allume l'ordi. Bon, déjà il démarre, c'est bien. Ici je me suis imprimé la notice pour charger le jeu. Il faut taper 6 32 592. Il n'y a pas besoin d'extension de mémoire particulière. On peut ajouter un lecteur de cassette pour sauvegarder la partie, mais à part ça, ça marche sur le VIC-20 standard. Donc, il ne devrait pas y avoir d'embrouille. Et voilà. Ça veut dire que le connecteur du VIC-20 fonctionne bien et que le problème venait de ma cartouche un peu moisie. Alors, want to restore a previous saved game? Eh ben no. Ok. Dans un appartement à Londres. Un signe dit apporte des trésors ici. Une bouteille de rhum. Rug, je sais pas ce que c'est. Un tapis. C'est bien, je vais pouvoir parfaire mon vocabulaire en anglais. Ce jeu, c'est marrant parce que je l'ai aussi sur Texas Instruments. Donc c'est un grand classique hein, de Scott Adams. C'est un des pionniers du jeu d'aventure. Donc on a une cassette. Et alors la cassette est obligatoire, là elle n'est pas optionnelle pour le Texas Instruments. Et on a une cartouche. Donc la cartouche elle permet de charger plusieurs types de jeux. Et ça c'est le jeu en particulier, Pirate Adventure. Sleep. Don't know how to sleep something. D'accord.
monter les escaliers. Climb stairs. Je suis dans une alcôve. Il y a une fenêtre ouverte. Des livres. Read books. Je n'ai pas les livres. Take book. On ne sait pas, on en prend un. Il y a un son étrange. Read book. Le livre est en mauvaise condition. Je peux lire le titre. L'île au trésor. Il y a un mot écrit avec du sang qui dit yoho. Et si tu dis say yoho, tu te retrouves sur l'île. Moi, je me souviens de ça. Tout tourne autour de toi et soudainement, je suis ailleurs. Je suis dehors, une fenêtre ouverte. Je suis éjecté et je suis mort. Inventaire. I. J'ai trouvé 0 trésor. L'aventure est terminée. Donc comme ça fonctionne bien, maintenant, je vais remonter le connecteur d'extension et voir si la cartouche fonctionne dans le connecteur d'extension. D'accord, ok. Retour à l'atelier. Comme vous avez pu le constater, au moment où j'étais en train de jouer au jeu d'aventure et que j'allais tout remonter, brutalement, il s'est éteint. J'ai vérifié l'alimentation, elle fournit toujours son 11-12 volts correctement. Et le problème vient pas de là. Donc, alors très souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu rallumes une machine très ancienne, les condensateurs sont sollicités, ils chauffent, et comme ils ont vieilli, ça peut révéler leur faiblesse très rapidement. Alors maintenant, c'est parti, je vais ouvrir, et on va essayer de réparer ça. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu la pression. Donc, Fred, qui regarde la vidéo, tu dois te demander, est-ce que ça finit bien? Est-ce que ça finit mal, cette histoire? Est-ce qu'il m'a bousillé mon ordinateur de mon enfance? Tu le sauras à la fin de la vidéo. Alors là, j'ai le fusible, il a cramé. Donc, si le fusible est bon, ça doit sonner. Typiquement, le fusible a cramé. C'est facile, tu changes le fusible, tu rallumes le truc. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Sauf que le fusible, il a cramé pour une raison. Donc il faudrait quand même que j'explore un peu plus les raisons qui ont fait que ce fusible a cramé. Je vais tester les condensateurs ici. Donc par exemple ici, on est censé avoir du 4700 microfarad. On va faire un petit test. 5 millifarad, ça me semble très bien. Alors j'ai vu que ça bougeait un peu. Est-ce que quand j'ai manipulé l'ordinateur, ça aurait bougé? Ça, j'imagine, c'est un radiateur sur une puce qui peut chauffer. Il faut tout démonter pour en savoir plus. On va voir ce qui se cache dessous. Donc là, ici, j'ai la vis qui va me permettre d'enlever le radiateur. Alors ça, c'est un pont de diode apparemment. Et je vois qu'il y a de la pâte thermique. Tout ça, c'est fait pour refroidir ça. Alors c'est peut-être ça qui a un problème. Je consulte actuellement une documentation sur les principales pannes et les réparations possibles à faire sur le VIC-20. C'est un document qui est édité par Carlsen Electronics. Il n'est plus disponible, mais on peut le retrouver via la Wayback Machine. Et j'ai trouvé des informations intéressantes concernant le cas où le fusible a cramé. Donc il y a ces 2 paragraphes qui en parlent. Donc ici, ils disent: quand l'ordinateur apparaît mort avec pas de diode power allumée, ça peut être causé par un pont de diode partiellement court-circuité, qui peut rendre le transformateur très chaud et qui peut brûler le fusible de 3,15 A. Autre point, ils disent quand l'ordinateur est mort avec toujours pas de diode allumée, si le fusible de 3,15 A a cramé, suspectez en premier le pont de diode, ensuite le régulateur de tension et puis d'autres puces. Dans cet ordre-là. On voit ici que le pont de diode peut être considéré comme un des principaux suspects quand le fusible crame, donc je vais regarder de ce côté-là.
J'ai testé le pont de diode qui est refroidi par ce radiateur. Apparemment il fonctionne, d'après mes tests. C'est un redresseur de tension qui sert à transformer le courant alternatif en courant continu. Et donc le 9 volts arrive en alternatif et il est transformé en courant continu. Je le change par précaution. Je fais un point sur ce que j'ai déjà changé. J'ai changé le fusible évidemment. Donc le fusible d'origine, le voilà. Alors c'est un fusible qui était à 3 ampères. Il faudrait mettre des 3,15 ampères. Alors c'est ce que j'ai commandé et donc j'ai mis un 3,15 ampères. Donc ça fait 150 mA de différence, mais je pense pas que c'est ça qui ait posé problème. On va dire que c'est déjà pour le mieux concernant le fusible. Deuxième chose que j'ai changé, donc le redresseur. Je l'ai testé et j'ai pas vu de problème particulier. À mon avis, il fonctionne. La seule chose que j'ai constatée, c'est quand il était très chaud, il avait des valeurs un petit peu différentes de quand il a refroidi. Alors peut-être qu'il devient défectueux quand il surchauffe. Et donc par prudence, j'en ai mis un autre. Je l'ai légèrement surélevé quand je l'ai soudé pour que la plaque que je vais visser par-dessus ne touche pas ici les broches du joystick. Vous vous souvenez qu'il y avait la possibilité qu'elle allait tourner, qu'elle allait toucher les broches ici et que ça ait pu faire un court-circuit. Dernier composant que je vais changer, c'est ce condensateur céramique 220 nanofarad qui supporte une tension maximum de 25 volts. Il était ici, j'ai constaté qu'il avait des soucis, donc je vais vous montrer ça. On voit ici qu'il est à 160 nanofarad et qu'il est bien en dessous de sa capacité d'origine. Je vais le changer par celui-là qui supporte une tension supérieure, qui est neuf et plus robuste, donc vous allez voir la différence. Maintenant, je le soude, puis je vais tenter un allumage. Le condensateur a été soudé, je l'ai mis le plus bas possible pour que cette petite plaque ne le touche pas quand je l'aurai vissé. Mais avant, je vais faire un allumage direct sans écran pour voir déjà s'il repart. Et normalement, on devrait voir la diode ici s'allumer. Donc, on va voir ça tout de suite. Bon, ça c'est parfait, ça s'allume. Déjà, je vois rien qui prend feu, c'est bon signe. Une fois que le courant alternatif est transformé en courant continu, sa tension est baissée par ce régulateur de tension et normalement on doit avoir sur la carte mère du 5 volts. Je peux me servir du port joystick pour mesurer la tension et donc ici j'ai quasiment 5 volts. 4,967 volts, c'est parfait. L'étape suivante, c'est maintenant de boulonner le radiateur. J'ai constaté que le radiateur avant, il était simplement vissé avec cette vis et il n'y avait pas d'écrou. Peut-être que l'écrou avait sauté, s'était baladé quelque part, en tout cas pas quand j'ai manipulé l'ordinateur, je l'aurais entendu. J'ai vu qu'il y avait aussi une traînée de colle, donc en fait c'était du frein filet. Je vais ajouter un écrou et une rondelle, histoire de solidifier le tout. Je vais remettre aussi de la pâte thermique. Je vais mettre du Loctite, donc c'est-à-dire du frein filet, pour éviter que ça se dévisse à nouveau. J'ai intérêt à bien faire les choses pour pas déclencher la colère du Yeti. Parce que il n'est pas commode. Ça semble bien solide, j'ai plus qu'à remonter l'ordinateur et faire les tests sur écran pour voir si tout est réparé. Voilà 20 minutes qu'il est allumé et je teste un petit peu la température, on est autour de 46 degrés et donc on peut constater que la température se dissipe sur l'ensemble de la plaque et donc le radiateur joue bien son rôle.
voilà plusieurs heures qu'il est allumé, on sent bien la chaleur. Et donc là il est très stable, il n'y a pas de problème d'alimentation, donc ça c'est bien. Alors un petit test sonore. Avec ce petit POC qui va écrire dans la mémoire, je vais indiquer le volume sonore entre 0, pas de volume, et 15, volume maximum. Alors je vais mettre 10. Et voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc vous voyez le genre de programmation qu'il faut faire si vous voulez composer une mélodie. Donc là je vais faire un petit programme que je fais habituellement sur les ordinateurs pour tester le basique. Alors je note que dans ce basique, il ne faut pas espacer. Je colle bien ici les guillemets. Pareil, le goto, on colle la ligne. Alors je pense que c'est pour économiser de la mémoire. Et pour arrêter, il y a un petit bouton stop ici. Voilà. On peut lister son programme ici. Donc je l'ai mis sur le premier slow. Et voilà. Donc on a le jeu de Scott Adams qui marche nickel. Say Yoho. Je suis sur une plage de sable, voilà, sur une île tropicale. Et donc maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Des fois même, je suis obligée de mentir pour que les gens n'insistent pas, quoi. À un moment donné, pour dire non, j'ai envie d'être tranquille.